Allez, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire l'ostéologie du membre supérieur qui comporte la clavicule, euh, l'omoplate ou bien la scapula, l'humérus, le radius et l'unula et même les os de la main. Allez, on commence par la clavicule. Donc, c'est un os long formant avec l'omoplate ou bien la scapula, la ceinture scapulaire. Bien sûr, il est de situation antéro-supérieure du thorax. Il a deux types d'articulations d'or avec l'acromion et en dedans avec le sternum et le premier cartilage costal. Donc en dedans, il est articulant. Il est articulé strictement avec le manubrium sternal et la première côte. Bien sûr, il présente deux faces, supérieure et inférieure, deux bords antérieurs et postérieurs, et deux extrémités médiales et latérales. Euh, allez, avant de commencer la description de la face supérieure, je vais vous chercher la différence entre médial et médian. C'est bon, j'ai trouvé la différence entre médial et médian. Donc tout simplement, le terme médian, c'est au milieu du corps. Donc au milieu du corps, par exemple, le nez se situe euh, en médian, donc au milieu du corps. Contrairement, par exemple, les yeux, les deux yeux sont situés en médiaux. C'est tout simplement la médiale, voilà, la médiale. Donc médial, tout simplement, il approche du milieu du corps. Par exemple, les yeux. Contrairement au médian, c'est tout simplement, il se situe directement au milieu du corps. Voilà. Donc médian, c'est au milieu du corps. Par exemple, le nez. Médial, il approche euh, du milieu du corps. Exemple, c'est l'œil. Donc j'espère que vous allez bien compris, comprendre plutôt. Donc on a dit que la clavicule présente deux faces supérieure et inférieure, deux bords antérieurs et postérieurs, et deux extrémités latérales et médiales. Donc elle essayait de rapprocher au milieu du corps. Voilà. On commence par la face supérieure. Donc voilà, j'explique en même temps, on voit la schéma au niveau de la page, au niveau du livre. Voilà. Donc la face supérieure, elle présente bien sûr des rugosités. Donc voilà, euh, des rugosités, c'est tout simplement une, euh, une état solide d'une surface de l'os. Donc le terme rugosité veut dire une état solide d'une surface de l'os. Donc voilà, la face supérieure présente des rugosités pour l'insertion des plusieurs muscles. C'est le sternocléidomastoïdien, le deltoïde et le trapèze. Donc le sternocléidomastoïdien, le deltoïde et le trapèze. Bien sûr, pour la face inférieure, c'est tout simplement, euh, elle présente une gouttière. Donc, le terme gouttière veut dire tout simplement un petit canal. Donc, un petit canal pour le subclavier, donc c'est un muscle. Le foramen ou bien le trou nourricier, donc on a dit que le foramen, c'est un trou tout simplement. C'est le lieu de passage des différents vaisseaux. C'est les artères et les veins et même le nerf. Il présente, la face inférieure présente une tuberosité. Donc le terme tuberosité, c'est une partie proéminente, c'est une partie saillante, c'est une partie claire, voilà, qui est bien visualisée. Donc la tuberosité costale, c'est le numéro tout simplement 14, donc une tuberosité costale. Pour l'insertion du ligament costoclaviculaire, donc l'insertion du ligament costoclaviculaire, c'est au niveau euh, de la tuberosité costale. La ligne trapézoïde ou bien la tuberosité coracoïdienne, c'est pour le ligament, euh, c'est pour le ligament trapézoïde et le tubercule conoïde pour le ligament conoïde et même une empreinte pour le sternocléido-hyoïdien. Donc on aura au niveau de la face supérieure, c'est le muscle c'est le sternocléido-mastoïdien, le deltoïde et le trapèze. Dans la face inférieure, c'est le subclavier et le sternocléido-hyoïdien. Donc il faut faire attention. Donc au niveau du bord antérieur, c'est tout simplement l'insertion du grand pectoral et le deltoïde. Donc le deltoïde et le grand pectoral vont s'insérer au niveau du bord antérieur. Donc le bord antérieur présente une convexité
des 2 tiers, elle est médiale, et une concavité, le tiers qui reste, elle est latérale. Donc la convexité 2 tiers médial, c'est pour le grand pectoral. La concavité 1 tiers latérale, c'est pour le deltoïde. Pour la postérieure, on aura les 2 tiers médiales pour une concavité 2 tiers médiale pour l'insertion du sternocléidomastoïdien et une convexité latérale, c'est pour l'insertion du trapèze. Pour les extrémités, on aura une extrémité euh, aplatie qui est latérale. Donc l'extrémité latérale bien aplatie, c'est qui va s'articuler avec l'acromion. C'est tout simplement c'est une articulation, c'est une facette articulaire elliptique. Et bien sûr, l'extrémité médiale, elle est volumineuse, donc comme on voit dans l'image. Donc, c'est une facette articulaire de type triangulaire, bien sûr. Elle s'articule avec le sternum et la première cartilage costal. Allez, maintenant, je vais parler un peu sur la myologie. Bien sûr, les insertions musculaires sur la clavicule. Donc, ce n'est pas très important pour le chapitre dans la myologie, mais dans la myologie, mais euh, c'est pour vous. Voilà. Donc, on a dit que au niveau de la face supérieure, donc on peut avoir l'insertion des muscles, le sternocléido-mastoïdien et le trapèze et le deltoïde. Bien sûr, pour le sternocléido-mastoïdien et le trapèze, euh, donc bien sûr, ils peuvent s'insérer sur le bord antérieur, plutôt sur le bord postérieur. Donc, vous pensez au sternocléido-mastoïdien et le trapèze. Donc, vous pensez soit la face supérieure de la clavicule ou bien le bord postérieur de la clavicule. Et pour le grand pectoral et le deltoïde, donc le grand pectoral et le deltoïde, c'est tout simplement au niveau du bord antérieur. Donc le grand pectoral le grand pectoral et deltoïde, c'est au niveau du bord antérieur de la clavicule. Et bien sûr, pour le sternocléido-hyoïdien, c'est tout simplement au niveau de la face inférieure. Donc au niveau de la face inférieure. Donc, on passe maintenant à la scapula bien l'omoplate. Donc, on sait que la scapula sternus plat triangulaire, bien sûr, on a dit qu'il forme avec la clavicule la ceinture scapulaire. Pour sa situation, donc, il est situé au niveau postéro-supérieur du thorax. Donc, comme on voit dans le schéma de, de la clavicule, que la scapula bien l'omoplate se situe dans la partie postéro-supérieure du thorax. Bien sûr, pour les insertions articulaires, donc pour les articulations, elle a 2 articulations. Donc acromioclaviculaire, donc elle articule avec la clavicule, formant l'articulation acromioclaviculaire et s'articule d'un autre côté avec l'humérus ou bien la tête humérale, formant l'articulation scapulo-humérale, donc l'articulation scapulo-humérale. Donc bien sûr, puisque la scapula c'est un os plat, donc elle va présenter deux faces antérieure et postérieure, 3 bords supérieurs ou bien cervicales, médiales ou bien spinales, latérales ou axillaires, et 3 angles supérieurs, latéral et inférieur. Donc 2 faces antérieures et postérieures puisque c'est un os plat, 3 bords supérieurs cervicales, médiales, spinales et même latéral axillaire et 3 angles supérieur et inférieur et même latéral. On commence par la face antérieure. Allez, on commence par la face antérieure. Donc, on voit au niveau de la face antérieure plusieurs, plusieurs structures. Donc, on aura la fosse subscapulaire. Donc, la fosse subscapulaire. Donc, on aura tout simplement la définition d'une fosse. C'est une dépression, bien une cavité naturelle. Donc, on aura la fosse subscapulaire. Voilà. Cette fosse va présenter des crêtes osseuses. Donc, le terme crête, c'est une excroissance ou bien un soulèvement osseuse. Donc, euh, la fosse subscapulaire, elle présente des crêtes osseuses, donc en nombre de 3 jusqu'à 4. Elle présente la face antérieure encore le pilier de l'omoplate et on trouve la gouttière du bord axillaire ou bien la gouttière du bord latéral. On a déjà dit que une gouttière, c'est tout simplement
un petit canal. Donc je récapitule pour la face antérieure. Elle présente, elle présente la fosse subscapulaire, les, les crêtes osseuses, les crêtes osseuses, le pilier de l'omoplate euh, et même la gouttière du bord axillaire. Donc la fosse subscapulaire, les crêtes osseuses, le pilier de l'omoplate et la gouttière du bord axillaire. Allez, pour la face postérieure, donc la face postérieure, comme on voit dans le schéma, donc elle présente euh, l'épine de la scapula. Donc l'épine de la scapula, elle se termine en dehors par l'acromion et en dedans par une surface triangulaire. C'est la surface triangulaire de la scapula. Ou bien de la surface triangulaire de l'épine de la scapula. Donc je répète. Donc la face postérieure présente l'épine de la scapula. Donc l'épine de la scapula qui se prolonge en dehors par l'acromion et en dedans par un triangle. Donc il est appelé le triangle de l'épine de la scapula. Donc bien sûr, en dedans on trouve le tubercule du trapèze. Donc le tubercule du trapèze. Et même elle présente la surface triangulaire, donc une surface qui est triangulaire, on a parlé déjà de ça, et on trouve deux structures au-dessus, c'est la fosse supraépineuse et au-dessous, c'est la fosse infraépineuse. Voilà la face postérieure, qu'est-ce qu'elle va présenter. Donc je récapitule, la face postérieure, c'est essentiellement l'épine de la scapula, se prolonge en dehors par l'acromion et en dedans par euh, la surface triangulaire de l'épine de la scapula. Bien sûr, elle présente encore le tubercule du euh, trapèze, donc le tubercule du trapèze, et bien sûr la surface triangulaire, on a parlé déjà de ça. On trouve la fosse, donc on a défini déjà qu'est-ce que ça signifie la fosse, c'est tout simplement une dépression, une cavité naturelle. Donc la fosse supraépineuse et la fosse infraépineuse. Pour le bord supérieur bien cervical, donc on le voit dans la schéma précédente. Donc le bord supérieur bien cervical, donc il est bien sûr, il est court, il présente l'incisure scapulaire, bien l'échancrure scapulaire. Donc l'échancrure scapulaire ou bien l'incisure scapulaire, il se situe au niveau du bord supérieur. Pour le bord médial ou bien spinal, euh, on trouve un angle ouvert. Donc, un angle ouvert, c'est tout simplement pour, euh, c'est la surface triangulaire de l'épine de la scapula. Voilà, donc le bord, c'est le numéro 9 au niveau de la schéma de la face antérieure. Donc, on dit c'est un bord libre parce que tout simplement, euh, il présente plutôt un angle ouvert en dehors, bien sûr, pour l'insertion de la surface triangulaire de l'épine de la scapula. Et bien maintenant, on va parler du bord latéral. Donc le bord latéral ou bien le bord axillaire, c'est tout simplement le lieu de l'insertion du petit rond, le grand rond, et même il présente la crête osseuse et le tubercule infraglénoïdal. Donc je répète, pour le bord latéral, il présente la crête osseuse. Donc la gouttière du bord axillaire, c'est pour l'insertion du petit rond et le grand rond, bien sûr, et le tubercule infraglénoïdal. On passe maintenant à l'angle antérieur, bien sûr, plutôt l'angle supérieur. Donc l'angle supérieur, c'est pour l'insertion de l'angulaire. Donc l'angulaire, voilà. Voilà, le bord antérieur il est schématisé sous le numéro 7. C'est pour l'insertion de l'angulaire, le muscle angulaire. Euh, et bien sûr, donc on a dit qu'au niveau de l'angle supérieur, c'est l'insertion de l'angulaire. L'angle inférieur, c'est tout simplement pour l'insertion du grand dorsal. Donc le membre inférieur, c'est pour l'insertion du grand dorsal. Et bien sûr, l'angle latéral, il présente la cavité glénoïdale qui va présenter le tubercule glénoïdal et l'incisure glénoïdale, bien l'échancrure glénoïdienne.
le tubercule supraglénoïdal, le tubercule infraglénoïdal et le col de la scapula, et même le processus coracoïde, donc le processus coracoïde qui a la forme d'un doigt en demi fléchi, et bien sûr l'acromion. Voilà. Je répète pour les angles. L'angle supérieur pour l'insertion de l'angulaire. L'angle inférieur, c'est pour l'insertion du grand dorsal. Et bien sûr, l'angle latéral, c'est pour l'insertion, il présente la cavité glénoïdale qui va présenter le tubercule glénoïdal et l'incisure glénoïdale ou bien l'échancrure, le tubercule supraglénoïdal, le tubercule infraglénoïdal, le col de la scapula et le processus coracoïde qui est en forme en demi-fléchi, donc la main en demi-fléchi ou bien un doigt demi-fléchi, et bien sûr l'acromion. Allez, on continue. Donc, l'humérus, bien sûr, c'est un lance lent. Bien sûr, c'est le squelette du bras. Bien sûr, la situation, c'est au niveau de l'avant-bras. Bien sûr, on aura deux types d'articulations, soit avec la scapula formant l'articulation scapulo-humérale, soit avec le radius et là ou bien le cubitus formant l'articulation du coude. Bien sûr, on aura deux types de description. Donc, on aura un corps ou bien le diaphyse et les extrémités ou bien les épiphyses. Proximal, c'est supérieur et distal, c'est l'inférieur. Voilà. Donc, je récapitule. Donc, l'humérus tendons long, c'est l'os du bras. Donc, il se situe au niveau du bras. Bien sûr, présente deux articulations avec la scapula, c'est l'articulation scapulo-humérale. Et avec le radius et l'ulna, bien le cubitus, formant l'articulation du coude. Bien sûr, pour la description, il présente un corps, bien le diaphyse, et deux extrémités, ou bien les épiphyses. Bien sûr, le corps, bien le diaphyse, présente, donc on dit il est rectiligne, donc il est rectiligne, il est tout droit. Donc il présente trois faces et trois bords. La face latérale, médiale et postérieure. Et trois bords, c'est le bordeaux latéral, médial et antérieur. Donc trois faces, latérale, médiale et postérieure. Trois bords, euh, latéral et médial et antérieur. Bien sûr, on commence par la face latérale. Donc la face latérale, qu'est-ce qu'elle doit représenter? Donc tout simplement, on retrouve la tuberosité deltoïdienne ou bien le fait deltoïdien. Voilà, donc c'est le numéro 17. Donc la tuberosité deltoïdienne. On trouve encore une surface lisse, c'est pour le muscle branchial. Bien le branchial, l'insertion de, du branchial se fait au niveau de la face antérieure, plutôt la face latérale de l'humérus. Donc je répète, la face latérale, elle présente la tuberosité deltoïdienne ou bien le V deltoïdien, et bien sûr l'insertion du muscle brachial. Pour la face médiale, bien sûr, elle est orientée en avant et en dedans, contrairement à la face latérale qui est orientée en avant et en dehors. Bien sûr, on trouve le sillon intertuberculaire, donc le sillon intertuberculaire, bien la coulisse bicipitale, c'est le numéro 20. Donc le sillon intertuberculaire, l'empreinte du coracan bronchial, donc on trouve une empreinte du coracan bronchial qui est un muscle, c'est le numéro 8, voilà. Et bien sûr, le foramen nourricier ou bien le trou nourricier, c'est le numéro 9. Voilà, je répète pour la face médiane. Elle présente le sillon intertuberculaire et bien sûr l'insertion, une surface pour l'insertion du coracan brachial et le trou nourricier ou bien le foramen nourricier. Allez, on récapitule. La face latérale, elle présente le V deltoïdien ou bien la tuberosité deltoïdienne. Et encore, bien sûr, elle présente
une surface pour l'insertion du muscle brachial. Et pour la face médiale, elle présente le sillon intertuberculaire. Il se situe entre la tubercule mineur et majeur. Et bien sûr, c'est une surface pour l'insertion du coracobrachial et le foramen nourricier. Maintenant, on va parler de la face postérieure. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle présente, la face postérieure? Ben, tout simplement, c'est pour un sillon ou le cheminement du nerf radial. Donc, un sillon, bien une gouttière radiale, tout simplement, c'est le numéro 13, c'est le cheminement du nerf radial. Et bien sûr, des surfaces d'insertion de plusieurs muscles. Donc, principalement, la face postérieure présente principalement la gouttière radiale ou bien le sillon où le nerf radial va cheminer. Bien sûr, des surfaces pour les surfaces articulaires, des surfaces d'insertion musculaire. Pour le board, on va passer maintenant au board. On a antérieur, latéral et médial. Pour le board antérieur, donc qu'est-ce qu'on doit trouver? Donc le board antérieur, c'est le numéro 16. C'est le numéro 16. Voilà le board antérieur. Voilà, c'est le board antérieur. Il se situe entre la face latérale et la face médiane. Bien sûr, il présente des rugosités en haut. Donc, il se confond avec la lèvre antérieure. Donc, il se confond avec le sillon intertuberculaire. Donc, on remarque que le bord antérieur se confond avec euh, le sillon intertuberculaire, bien sûr, et le V deltoïdien. Voilà, et le V deltoïdien. Pour le bord latéral, bien sûr, c'est tout simplement le bord latéral, c'est le numéro 6. Voilà, donc c'est le numéro 6. Bien sûr, il confond avec quoi? Avec la gouttière radiale ou bien c'est la terminaison du sillon du nerf radial. Et bien sûr, on aura une zone pour le septum intermusculaire latéral. Ben, pour le bord médian est présente, c'est pour l'insertion du septum intermusculaire médial. Voilà. C'est pour le septum intermusculaire médial. Donc je répète pour les trois bords. Le bord antérieur se situe entre la face latérale et la face médiale. Il se confond avec la lèvre antérieure du sillon intertuberculaire et même avec le vide deltoïdien ou bien la tuberosité deltoïdienne. Pour le bord latéral, bien sûr, il a des contacts avec le sillon, de, le sillon du nerf radial, le sillon où le nerf radial va s'acheminer, et bien sûr, l'insertion, bien sûr, du septum intermusculaire latéral. Pour le bord médial, c'est tout simplement pour l'insertion du sillon, du septum plutôt, intermusculaire médial. Voilà. Allez, on continue. Bien sûr, on va parler maintenant de l'extrémité supérieure. L'extrémité supérieure, bien proximale, elle présente trois saillies. Donc le terme saillie veut dire tout simplement trois CI, plutôt trois saillies, c'est tout simplement une proéminente. Donc c'est quelque chose qui est très clair. Voilà. Donc on trouve la tête, le tubercule majeur, ou bien la grosse tuberosité, et le tubercule mineur. Donc voilà, la tête, elle présente, plutôt l'extrémité proximale, elle présente la tête, le tubercule majeur et le tubercule mineur. On va détailler chacun après l'autre. Donc bien sûr, pour la tête, on dit c'est une saillie articulaire. Donc c'est le lieu d'insertion d'une articulation, c'est l'articulation huméroscapulaire, ou bien scapulo-humérale. Donc représenter tiers d'une sphère de 30 mm du rayon, voilà. Donc une sphère de 30 mm de rayon. Elle s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula. Donc elle s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula. Normalement, on a déjà parlé de ça, que la cavité glénoïdale qui présente le tubercule glénoïdal et l'incisure glénoïdale, si je suis juste, donc voilà.
Donc, elle va s'articuler, la cavité clénoïdale, elle s'articule avec euh, la tête humérale. Bien sûr, l'axe, il est oblique, bien sûr, formant avec le diaphragme un angle de 130 degrés. Donc, voilà, la tête avec le diaphyse plutôt, pas le diaphragme. Le diaphyse, c'est un angle de 130 degrés. Bien sûr, elle présente le col. Bien sûr, il sépare le majeur et le mineur. Donc, elle sépare le col, il sépare le tubercule majeur et mineur. Voilà. Et bien sûr, la fosse supratuberculaire, bien l'encoche de Welker. Donc, la fossette plutôt supratuberculaire, bien l'encoche de Welker. Donc, c'est le numéro 2. Voilà. C'est tout simplement. Donc, elle est au-dessus du tubercule mineur. C'est pour l'insertion du ligament gléno-huméral supérieur. Donc, voilà. Donc, le col anatomique qui va séparer le, le tubercule majeur du tubercule mineur. Voilà, voilà le tubercule majeur. Dans la face postérieure, il est visualisé, il est paré. Et le tubercule mineur. Voilà, le tubercule mineur, c'est le numéro 3, et le tubercule majeur, c'est le numéro 7. Donc, on dit que le col de la tête, le col anatomique, il sépare le tubercule majeur et mineur. Bien sûr, pour la fossette supratuberculaire, ou bien l'encoche de Welker, elle se situe au-dessus du tubercule mineur, bien sûr, c'est pour l'insertion du ligament gléno-huméral supérieur. Allez, on va parler au tubercule majeur. C'est le numéro 7, 11. Donc, numéro 7 et 11, c'est le tubercule majeur. Bien sûr, il présente 3 facettes d'insertion musculaire supérieure, moyenne, inférieure et postérieure, et la crête du tubercule majeur. Donc, présente principalement des surfaces d'insertion des muscles et la crête du tubercule majeur. Pour le tubercule mineur, donc elle se situe, donc c'est une petite tuberosité en dedans de la majeure, donc elle se situe en dedans de la majeure, sur la face médiane. On a parlé déjà de ça, dans la face médiane. Bien sûr, elle présente une empreinte d'insertion du muscle subscapulaire et la crête du tubercule mineur. Donc je répète, le tubercule mineur, c'est le numéro 3. Donc c'est tout simplement, il présente la crête du tubercule mineur et bien sûr, il est situé en dedans du tubercule majeur et bien sûr sur la face médiane, ce n'est pas la face latérale mais la face médiane la face médiale de l'humérus bien sûr et présente une surface pour l'insertion du muscle subscapulaire. Et bien sûr pour le sillon intertuberculaire, bien la gouttière bicipitale, elle sépare les deux tubercules. Et bien sûr, c'est tout simplement pour le passage du long chef du biceps brachial. Allez, on récapitule. On a dit que l'extrémité proximale présente 3 saillies, la tête, le tubercule majeur et le tubercule mineur. On a commencé par la tête. Donc on a dit la tête, elle représente le tiers d'une sphère de 30 mm de rayon. Voilà, comme on voit dans l'image. Donc bien sûr, elle s'articule avec la cavité glénoïdale de la scapula. Elle forme un angle de 130 degrés avec le corps, bien le diaphyse. Bien sûr, elle présente le col qui va séparer la grande, le, le- le tubercule majeur du tubercule mineur et la fossette supratuberculaire. Donc, elle se situe au-dessus du tubercule mineur. Donc, on dit c'est l'encoche de Walker. Bien sûr, c'est tout simplement l'insertion du muscle, du ligament gléno-huméral supérieur. Pour le tubercule majeur, on a dit qu'il présente des surfaces d'insertion musculaire et la crête du tubercule majeur. Et pour le tubercule mineur qui se situe en dedans du tubercule majeur, sur la face médiale de l'humérus, bien sûr, il présente des surfaces d'insertion du muscle subscapulaire et la crête du tubercule mineur. Et bien sûr, on aura le sillon intertuberculaire, c'est le numéro 10, le sillon intertuberculaire qui se situe au niveau de la face latérale. Bien sûr,
c'est tout simplement, il va séparer les deux tubercules mineurs et majeurs. Non, j'ai trompé, le sillon intertuberculaire, il se situe au niveau de la face médiane. Voilà, il se situe au niveau de la face médiane. Donc, on continue avec l'extrémité distale. Donc, l'extrémité distale ou bien inférieure présente plusieurs structures. On commence par le condyle huméral. Donc, le condyle huméral, c'est le numéro 3 ou bien le numéro 6. Donc, 3 ou bien le numéro 6. C'est l'association de 3 à 6. Donc, il présente deux structures, la trochlée et le condyle ou bien le capitulum huméral. Le condyle ou bien le capitulum huméral. Donc, je répète, le condyle huméral présente deux structures, la trochlée et encore le capitulum huméral ou bien le condyle. On commence par le trochlée, c'est le numéro 3. Bien sûr, sur la face antérieure, bien sûr. Donc, elle a en forme d'un segment de poulie, bien sûr, un segment de poulie, s'articule avec l'incisure trochléaire de Lula. Donc, voilà une information, la trochlée, parce que tout simplement, il va s'articuler avec l'incisure trochléaire de Lula. Présente deux joues séparées par une gorge. Donc, comme on voit dans l'image, il va présenter deux joues qui sont séparées par une gorge. Et bien sûr, deux fossettes au-dessus d'elle, bien sûr. C'est la coronoïdienne en avant et l'olécranienne en arrière. Voilà, donc elle présente deux zones, deux fossettes plutôt. La fossette 1, c'est la fossette euh, coronoïdienne et la postérieure, c'est la fossette olécranienne. Et bien sûr, la zone capitulo-trochléaire, c'est la zone conoïde ou bien la zone capitulo-trochléaire, c'est elle sépare du capitulum. Voilà, c'est le numéro 5, bien sûr. Plutôt voilà, c'est plutôt le numéro 8. Hein. Le numéro 8, donc il va séparer le capitulum. Allez, je répète pour la trochlée. Donc, on a dit la trochlée, c'est un segment en deux poulies. Bien sûr, elle va s'articuler avec l'incisure trochléaire de Lula. Elle présente deux joues qui sont séparées par une gorge. Bien sûr, il présente deux fossettes supra-d'elle, donc au-dessus d'elle. Donc, on aura la fossette coronoïdienne qui se situe au niveau de la face antérieure et la fossette olécranienne qui se situe au niveau de la face postérieure. Voilà. Et encore, il présente la zone capitulo-trochléaire. Donc, la zone capitulo-trochléaire, c'est le numéro 8, ou bien on dit la zone conoïde. Bien sûr, elle sépare la trochlée, voilà, elle va séparer la trochlée du capitulum. On va parler maintenant au capitulum, c'est le numéro 6, bien sûr. Donc, il s'articule avec le cupule de la tête radiale. Donc, voilà. Attention, la trochlée, elle s'articule avec l'incisure trochléaire de Luna et le capitulum, il s'articule avec la cupule de la tête radiale. Bien sûr, il présente la fosse supracapitulum. Bien sûr, c'est le numéro 8, on a parlé déjà de ça. Elle va séparer, bien sûr la fosse supracapitulum. Elle va, euh, elle va séparer tout simplement la trochlée du capitulum huméral. Voilà, donc le capitulum huméral s'articule avec la cupule de la tête radiale et bien sûr présente la fossette supracapitulaire. On passe maintenant aux épicondyles. Donc les épicondyles, on aura médial et latéral. C'est le numéro 2 et le numéro 7. Voilà, le numéro 2 et le numéro 7. Pour l'épicondyle médial, il est appelé encore épitroclé. L'épitroclé. Donc, il est situé en dedans de la trochlée. Voilà comment on voit. Donc, il se situe au niveau en dedans de la trochlée. Il présente deux faces, bien sûr. C'est tout simplement, ce sont des détails, bien sûr. Deux faces et deux bords, bien sûr. Et pour latéral, il est situé en dehors et au-dessus du capitulum. Il présente même deux
deux faces. Allez, on doit récapituler. Donc, on a dit que l'extrémité distale, donc, elle présente le condyle huméral qui est composé, donc le condyle huméral qui est composé de la trochlée et le capitulum huméral. Et même on trouve d'autres structures, c'est l'épicondyle médial et l'épicondyle latéral. Allez, on commence par le condyle huméral. Donc, on commence par le condyle huméral qui est composé de la trochlée. Donc, la trochlée, c'est quoi? Elle a en forme de poulie. Elle s'articule avec l'incisure radiale, plutôt l'incisure trochléaire de Lula. Et bien sûr, les deux joues sont séparées par une gorge. Elle présente deux fossettes au-dessus d'elle. C'est la fossette, euh, la fossette coronoïdienne en avant et la fossette olecrânienne en arrière. Et bien sûr, on aura la zone capitulo-trochléaire. Donc, la zone capitulo-trochléaire, donc on va séparer le capitulum huméral avec la trochlée. Le capitulum huméral, donc, il va s'articuler avec la cupule de la tête radiale. Donc, il va s'articuler avec le radius, bien la tête radiale. Et bien sûr, il présente la fosse supra-capitulum. Donc, la fosse supra-capitulum, on a parlé déjà de ça. Donc, c'est une fosse qui va séparer le capitulum de la trochlée. Bien sûr, il présente encore deux épicondes. Donc, l'épicondyle médial qui se situe en dedans de la trochlée et l'épicondyle latéral qui se situe en dehors et au-dessus du capitulum. Allez, donc on va parler maintenant un petit peu sur le radius et l'ulna. Donc l'ulna ou bien le cubitus, c'est la même chose. Donc bien sûr, ce sont deux os longs, donc ce sont des os longs. Bien sûr, ils constituent le squelette de l'avant-bras. Donc le radius est placé en dehors de l'ulna. Voilà. Donc le radius en dehors de l'ulna, attention. Ils sont séparés par l'espace interosseux. Donc l'espace interosseux, c'est un espace qui sépare euh, l'ulna du radius. Voilà, comme on voit dans l'image. Donc voilà, ils sont séparés par un espace interosseux, bien sûr. Le radius, il est placé en dehors de l'ulna. Bien sûr, les articulations avec l'extrémité distale de l'humérus formant l'articulation de coude ou bien l'articulation huméro-radio-ulnaire. Et bien sûr, euh, l'articulation radio-ulnaire proximale, c'est bien sûr, elle est entre le radius et l'ulna. Et on l'aura avec le condyle carpien, bien sûr, le radius formant l'articulation du poignet. Donc le poignet, il est formé par le radius et le carpe. Donc on dit que c'est une articulation radiocarpienne. Et bien sûr, entre le radius et l'ulna, il forme l'articulation radio-ulnaire distale. Je récapitule. Donc, elle s'articule l'ulna et le radius avec l'humérus, avec l'extrémité distale de l'humérus, formant l'articulation de coude ou bien l'articulation huméro-radio-ulnaire. Et entre les deux, je veux dire entre l'ulna et le radius, donc ils forment l'extrémité, plutôt l'articulation radio-ulnaire proximale, ou bien radio-cubitale supérieure. Et bien sûr, avec le condyle carpien en bas, donc seul le radius qui va s'articuler, donc, formant l'articulation bien sûr du poignet ou bien l'articulation radiocarpienne. Et les deux os vont s'articuler dans l'extrémité distale, formant l'articulation radio-ulnaire distale. Allez, on commence par la description. Bien sûr, les deux présentent un corps ou diaphyse et deux extrémités ou bien épiphyse supérieures et inférieures. Allez, on commence par le radius. Donc le radius, tout simplement, je vais expliquer avant de commencer le radius, cette schéma de la vue antérieure de l'ulna et de radius. Donc, on la voit dans la position de supination et la position de pronation. Donc, vous voyez, le 1, c'est l'ulna, ou bien l'extrémité supérieure de l'ulna. Le 2, c'est la tête de radius, ou bien la tête radiale. Le 3, bien sûr, c'est le radius.
Le 4, c'est l'ulna. Le 5, c'est l'extrémité distale du radius. Et bien sûr, la 6, c'est tout simplement la tête de l'ulna. Donc attention, l'extrémité proximale de l'ulna se situe bien sûr à la supérieure et on dit la tête se situe à l'inférieur, bien la partie distale. Contrairement au radius, la tête, elle est supérieure et l'extrémité, est plutôt la tête. Voilà. Donc la tête radiale, elle est supérieure et l'extrémité, elle est inférieure. Et bien sûr, on aura l'espace intercostal, plutôt l'interosseux, il se situe entre l'ulna et le radius. Allez, on continue. Le radius, c'est un os long formant avec le cubitus les deux os de l'avant-bras. Euh, je vais chercher, est-ce que le terme antébrachial, c'est l'avant-bras? Voilà, donc l'avant-bras ou bien l'antébrachial, c'est la même chose. Donc les muscles antibrachial, c'est le muscle qui se situe au niveau de l'avant-bras. Je veux dire l'ulna et le radius. Allez, on commence. Le radius, on a dit, c'est un os long formant avec le cubitus les deux os de l'avant-bras, bien sûr. La situation, il est situé en dehors de l'ulna. Bien sûr, l'articulation avec le condyle, ou bien on dit le capitulum de l'humérus, donc il s'articule avec le capitulum de l'humérus et bien sûr euh, l'incisure radiale de l'ulna. Donc attention, avec le, le- le radius va s'articuler avec le capitulum ou bien le condyle de l'humérus et l'incisure radiale de l'ulna. Bien sûr, il est articulé en bas avec le condyle carpien et la tête de l'ulna. Donc on a dit que l'extrémité supérieure de l'ulna et la tête, elle est inférieure. Contrairement à la tête radiale, elle est supérieure et l'extrémité distale, elle est inférieure. Donc, je récapitule pour les articulations. Avec le capitulum huméral et bien sûr l'incisure radiale de l'ulna, ou bien la petite cavité sigmoïde. Donc, elle a une forme d'un sigma. Voilà. Et en bas, bien sûr, avec le condyle carpien et la tête de l'ulna. Donc, le condyle carpien et la tête de l'ulna. La description, toujours, elle présente un corps et un diaphyse. Plutôt, le corps, bien le diaphyse et deux extrémités, c'est proximal et distal. On commence par le corps. Allez, on voit la schéma toujours. Donc, elle présente, c'est un corps prismatique, triangulaire, dont l'extrémité distale est plus volumineuse que la tête. Voilà, donc on voit dans le schéma que l'extrémité distale, elle est plus volumineuse que la tête. Donc il présente trois faces, antérieure, postérieure et latérale, et trois bords, antérieure, postérieure, médiale. Donc la différence entre la face et les bords, c'est latéral, médial. Voilà, tout simplement. Donc je répète, le corps, il présente l'extrémité distale qui est supérieure, qui est plus volumineuse que la tête, et ben on trouve trois faces antérieure, postérieure et latérale, et trois bords antérieur, postérieur et médian. Voilà, donc comme le schéma montre, donc on aura la face latérale, c'est 1. Voilà, la face latérale, c'est 1. Le 2, c'est le bord postérieur. Le 6, c'est le bord antérieur. Le 3, c'est la face postérieure. Le 5, c'est la face antérieure. Bien sûr, le 4, c'est le bord médial. Ou bien on dit le bord interne, c'est la même chose. Maintenant, on va commencer avec la face antérieure du corps du radius. Bien sûr, la face antérieure, elle s'étend entre la tuberosité radiale. Donc, on dit la tuberosité radiale ou bien la bicipitale, donc c'est le numéro 3. Donc, elle commence au niveau de la tuberosité radiale jusqu'à l'extrémité distale d'où elle devient lâche. Donc, on voit dans le schéma que la face antérieure, elle commence au niveau de la tuberosité radiale et elle se termine jusqu'à l'extrémité distale où elle devient plus large. Bien sûr, elle présente une légère excavation à sa partie supérieure. Donc, on remarque une excavation, une, euh, une, comment dirais-je, une direction oblique, voilà, donc une direction oblique sur sa partie supérieure. Et bien sûr, euh,
c'est le lieu de l'insertion de plusieurs muscles, donc on n'est pas intéressé par les muscles parce on va voir ça dans la myologie. Et bien sûr, le foramen ou bien le trou nourricier, c'est le numéro 6. Bien sûr, le foramen ou bien le trou, c'est le lieu de passage des différentes vaisseaux, c'est les artères et les veines, bien sûr, et le nerf. Voilà, la face antérieure. On continue par la face postérieure, bien sûr. Euh, Bien sûr, elle est peu étroite en haut et excavée à sa partie moyenne. Donc, l'excavation se situe à sa partie moyenne, contrairement à la face antérieure où l'excavation se situe à l'extrémité supérieure. Voilà. Bien sûr, elle présente des champs, des insertions, des muscles, etc., etc. Ce n'est pas la peine de détailler. Du coup, on va faire la face latérale. Donc, la face latérale, c'est le numéro 13. Donc, comme on voit dans l'image, la face latérale, bien sûr, c'est tout simplement, elle est, elle va présenter des empreintes ou bien elle va présenter des surfaces pour l'insertion des différents muscles. Maintenant, on va faire le bord antérieur. Donc, le bord antérieur, c'est le numéro 4. Voilà comment on va faire le bord antérieur. Donc, il commence au niveau de la tuberosité radiale, ou bien la tuberosité bicipitale, et se termine au niveau du processus styloïde. Donc, attention, le processus styloïde, il est en bas. Voilà, comme vous voyez dans l'image, le processus styloïde, c'est euh, le processus styloïde. Voilà, c'est le numéro 9. Donc, le bord antérieur, il commence au niveau de la tuberosité radiale, il se termine au niveau de le processus styloïde. Bien sûr, il est oblique, hein, donc ce n'est pas la peine. Puis, donc, il est oblique en bas, voilà, en bas et en dehors. Donc, il est oblique en bas et en dehors. Bien sûr, il devient vertical jusqu'à sa terminaison. Allez, on continue. Donc, on a dit que le bord antérieur, il commence au niveau de la tuberosité radiale, il se termine sur le processus styloïde. Bien sûr, il est oblique en dehors. Donc, il est oblique en dehors et en bas, bien sûr. Et puis il devient vertical jusqu'à sa terminaison. Pour le bord postérieur, bien sûr, c'est le numéro 11. Donc, euh, il est marqué à sa partie moyenne. Donc, marqué à sa partie moyenne. Voilà. Euh, Bien sûr, on parle maintenant au bord médial ou bien le bord interosseux, bien interne. Bien sûr, il est net et tranchant. Bien sûr, il commence au niveau de la tuberosité radiale et se termine au niveau de l'extrémité distale par deux branches de bifurcation, bien sûr. Bien sûr, il présente le tubercule interosseux, qui est le numéro 5, et bien sûr, l'insertion des différents muscles. Voilà, je récapitule pour la face antérieure, plutôt pour le corps. On a fini avec le corps. Voilà, on a fini avec le corps. Donc on commence, je récapitule, la face antérieure, elle présente la tuberosité radiale, bien sûr, puis jusqu'à l'extrémité distale où elle devient large. Bien sûr, elle présente une excavation à sa partie supérieure et le trou nourricier. Voilà. Pour la face postérieure, l'excavation, elle se situe dans sa partie moyenne. Et bien sûr, c'est le champ d'insertion de plusieurs muscles, ce n'est pas la peine. La face latérale, c'est le numéro 13, bien sûr. C'est le contrairement de la face postérieure. Et bien sûr, le bord antérieur, il commence au niveau de la tuberosité radiale jusqu'à le processus styloïde. Bien sûr, il est oblique en bas et en dehors. Donc, comme on voit dans l'image, il est oblique en bas et en dehors, bien sûr, puis devient vertical jusqu'à sa terminaison. Bien sûr, pour le bord postérieur, donc comme on voit, il est net, plutôt le bord postérieur, il est marqué dans sa partie moyenne parce qu'il est net. Le bord médial ou bien le bord interosseux, il est net, il est tranchant. Bien sûr, il commence au niveau de la tuberosité radiale et il se termine voilà, jusqu'à l'extrémité distale où il va donner deux bifurcations. Donc, comme on voit dans le schéma, donc il va donner deux bifurcations. Bien sûr, il présente le tubercule interosseux. Donc, il présente le tubercule interosseux.
Allez, on continue, on continue, on continue. Bien sûr, euh, on va parler, bien sûr, on n'oublie pas l'incisure ulnaire. Donc, l'incisure ulnaire, bien la cavité sigmoïde, c'est le numéro 18, parce que l'incisure ulnaire, euh, c'est le lieu de l'articulation, normalement, avec euh, l'incisure ulnaire, c'est tout simplement, euh, on a l'incisure radiale de l'ulna et l'incisure ulnaire du radius. Donc, c'est à apprendre, voilà. Donc, l'incisure radiale de l'ulna et l'incisure ulnaire du radius. Voilà, c'est l'inverse. On continue. Euh, Allez, on continue avec l'extrémité proximale. L'extrémité proximale du radius, bien sûr, elle comporte deux parties, c'est la tête et le col. Donc, elle comporte la tête et le col. Bien sûr, pour la tête du radius, voilà, je vais voir le schéma. Voilà. Donc, elle possède premièrement la fossette radiale ou bien euh, le cupule radial qui va s'articuler avec le capitulum de l'humérus. Donc, voilà, le capitulum de l'humérus, on a parlé déjà de ça, qu'il va articuler avec le cupule radial. Et il faut savoir que la partie médiale de la fossette, elle est taillée en biseau. Donc, elle est taillée en biseau. C'est la partie médiale de la fossette. Bien sûr, elle s'articule avec la zone capitulo-trochléaire ou bien la zone conoïde. Bien sûr, c'est la zone qui se situe entre la trochlée et le capitulum. Donc, on a vu déjà ça dans l'anatomie de l'humérus. Bien sûr, le pourtour radial ou bien le bord circonférentiel, bien sûr, il est circulaire, c'est le numéro 5. Donc, il est circulaire. Il s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna. Voilà, l'incisure radiale de l'ulna, bien la petite cavité sigmoïde, et bien sûr, et à la face profonde du ligament annulaire du radius. Je récapitule pour la tête radiale. Donc la tête radiale comporte la fossette radiale, donc la fossette radiale ou bien le cupule radial. Bien sûr, il va s'articuler avec le, euh, le capitulum de l'humérus. Et bien sûr, la partie médiale de cette fossette, elle est en biseau. Bien sûr, elle s'articule avec la zone capitulo-trochléaire ou bien la zone conoïde de l'humérus, bien sûr, du condyle de l'humérus. Et on aura le bord circonférentiel, bien sûr. Il s'articule, ce bord, c'est le numéro 5, il va s'articuler avec l'incisure radiale de l'ulna. Et maintenant, on va parler un peu du col. Bien sûr, le col, il a une forme cylindrique. Bien sûr, c'est le support de la tête. Bien sûr, il présente à sa partie inférieure, on a parlé déjà de ça, la tuberosité radiale, ou bien la tuberosité bicipitale, parce que la tuberosité bicipitale, elle se situe sous le cou. Donc, je répète, le cou de forme cylindrique, c'est le support de la tête radiale. Il présente à sa partie inférieure la tuberosité radiale ou bien la tuberosité bicipitale. Pour l'extrémité proximale, je répète, comporte la tête et le col. Pour la tête, elle présente la fossette radiale ou bien la cupule radiale qui va s'installer, qui va s'articuler avec le capitulum huméral. Et sa partie médiale de cette fossette, elle est en biseau. Elle va s'articuler avec la zone capitulo-trochléaire, c'est la zone conoïde. Et pour le pourtour radial ou bien le bord circonférentiel, il va s'articuler avec l'incisure radiale de l'ulna. Attention, l'incisure radiale de l'ulna, ce n'est pas l'incisure ulnaire de l'ulna, mais l'incisure radiale de l'ulna. Bien sûr, col, euh, pour le col, il est cylindrique. Il présente à sa partie inférieure la tuberosité radiale ou bien la tuberosité bicipitale. Allez, on continue, on continue, on continue. Allez, on va parler maintenant sur l'extrémité inférieure. L'extrémité inférieure du radius, qu'est-ce qu'elle présente? Bien sûr, c'est la plus volumineuse que l'extrémité supérieure. C'est la plus volumineuse, elle est plus volumineuse que la tête, voilà. Parce que la tête du radius, elle est supérieure. Bien sûr, la forme prismatique, etc., etc. Elle présente 5 faces. Donc, la face inférieure, bien l'extrémité distale présente 5 faces. Inférieure, antérieure, postérieure, latérale et médiale. Allez, on commence par la face
inférieure. Donc on sait que la face inférieure, elle va s'articuler avec le condyle carpien. Donc elle va s'articuler avec le condyle carpien. Donc elle présente deux parties. Donc deux parties. Une partie latérale triangulaire qui va s'articuler avec le scaphoïde et la partie médiale, elle va s'articuler avec l'unatome ou bien le semi-lunaire. Bien sûr, ces deux parties sont séparées par une crête mousse antéro-postérieure. Je répète pour la face inférieure. Donc, elle va s'articuler avec le condyle carpien, mais on a déjà parlé que euh, seul le radius, ah voilà, le radius qui s'articule avec le, j'ai pensé que nous sommes dans l'ulna. Voilà. Donc le radius présente à sa partie inférieure une surface articulaire avec le condyle carpien. On a dit dans l'introduction que seul le radius qui va s'articuler avec le condyle carpien. Donc il comporte deux parties. La partie latérale triangulaire, c'est elle va s'articuler avec le scaphoïde et la médiane avec le lunatome ou bien le semi-lunaire. Donc ne vous inquiétez pas, ce sont des os de la main. On va parler de ces os ultérieurement. Bien sûr, ces deux parties, la partie latérale et médiale, sont séparées par une crête mousse antéro-postérieure. Bien sûr, pour la face antérieure, elle présente essentiellement le tubercule lunarien. Donc la face antérieure présente le tubercule lunarien. Voilà. Bien sûr, sur la face postérieure, on a deux sillons, ou bien deux gouttières, latérales et médiane. Bien sûr, les deux, c'est le lieu d'insertion des plusieurs muscles, donc ce n'est pas la peine. Et bien sûr, la face latérale, on aura encore la face latérale ou bien le numéro 8, voilà comme on voit dans l'image. Donc, elle est postérolatérale, donc elle se situe dans la face postérieure et latérale. Elle continue en bas de la face, donc en bas la face latérale, donc elle continue en bas la face latérale. Bien sûr, elle présente deux sillons même, antérieur, postérieur, ce n'est pas la peine. Et la face médiane, bien sûr, la face médiane c'est le numéro 20, donc voilà comme on voit. C'est tout simplement, elle est comprise entre deux branches de bifurcation du bord médial du diaphyse. Bien sûr, elle a une forme triangulaire. Et au niveau de sa partie inférieure, elle se situe l'incisure ulnaire. Donc dans son partie inférieure, elle présente l'incisure ulnaire. Bien sûr, l'incisure ulnaire, elle est bien visualisée dans la face, voilà. C'est le numéro 18 dans la face, dans la vue médiane, dans la page 49. Voilà, dans la page 49, dans la vue médiane, vous trouvez bien, vous allez voir le numéro 18, c'est l'incisure ulnaire, elle est bien visualisée. Allez, on va récapituler sur la face, plutôt l'extrémité distale. Euh, je pense que je vais prendre un peu de repos. Donc, allez, on continue. Donc, la face, l'extrémité distale, elle est plus volumineuse que l'extrémité supérieure qui est la tête. Elle présente cinq faces, inférieure, antérieure, postérieure, médiale et latérale. Pour la face inférieure, c'est le lieu d'articulation avec le condyle carpien. Bien sûr, elle comporte deux parties. La latérale, elle va s'articuler avec le scaphoïde et la médiale, elle va s'articuler avec le lunatome, bien le semi-lunaire. Ces deux parties sont séparées par une crête mousse antéro-postérieure. La face antérieure, elle présente essentiellement le tubercule lunarien. Et encore, la face postérieure, elle présente deux sillons, bien deux gouttières. Le sillon latéral et médial. Et la face latérale, elle est dite postéro-latérale. Elle se continue en bas de la face latérale. Bien sûr, elle présente encore deux sillons. Et la face médiale, elle est comprise entre deux bifurcations du bord médial, donc le bord médial du diaphyse du radius, bien sûr, et elle comporte essentiellement l'incisure ulnaire, donc l'incisure ulnaire de radius. Ce n'est pas, bien sûr, elle va s'articuler avec la tête de l'ulna. Voilà. Donc, avant de terminer le radius, voilà, les différents muscles, ce n'est pas la peine. Donc, on va je reviens vers
le radius, les différentes articulations du radius, pour bien les mémoriser. Donc on a dit en haut, elle va s'articuler avec le capitulum de l'humérus. Donc on a parlé déjà de ça. Par bien sûr, par quoi? Par la cupule, par la cupule. Donc on a parlé dans l'extrémité supérieure, par la fossette radiale ou bien la cupule radiale. Et encore, elle va s'articuler avec l'incisure radiale de l'ulna. Donc attention, l'incisure radiale de l'ulna. Et on dit l'incisure ulnaire du radius. Voilà. Et en bas, elle va s'articuler avec le condyle carpien. On a déjà parlé de ça dans la face inférieure. Inférieure, voilà. Elle va s'articuler avec le scaphoïde et le lunatum. Et bien sûr, elle va s'articuler avec la tête de l'ulna par le biais de quoi? Par le biais de l'incisure ulnaire.